Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est rare qu'un artiste contemporain parle à tout le monde et plus rare encore que les toiles d'un peintre vivant soient connues, en tout cas pour les plus importantes d'entre elles, d'à peu près toutes les personnes qui de près ou de loin s'intéressent au monde de l'art. C'est ce double exploit qu'accomplit un monsieur de 88 ans, David Hockney. Alors, il faudrait dire David Hockney, mais vous me permettrez de le dire à la française. Britannique né à Bradford, près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre donc, et qui, après avoir étudié au Royal College of Arts, a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis et même, disons les choses, en Californie, dont il est devenu en quelque sorte un peu le turiféraire. J'ai visité l'an dernier le Royal College of Arts. C'est très intéressant. Si vous allez à Londres, n'hésitez surtout pas. Ce que j'ai ressenti devant ce mélange de grandes traditions très ancrées et d'ouverture à toutes les expériences, même les plus folles, ce que j'ai vu et vécu là m'a donné une sorte de vertige qui n'est pas sans rapport avec l'extraordinaire audace de la peinture en apparence si sage et en vérité si étonnante, si faussement californienne dans ses aplats de bleu piscine et d'enduit acidulé qu'est cette peinture de David Hockney. Dans leur présentation d'une exposition qui se tenait au musée Granet à Aix-en-Provence il y a maintenant quelques années, voici ce qu'écrivaient Bruno Elie et Pamela Grimaud, les commissaires de l'exposition. Depuis sa première expo rétrospective organisée au sein de la Whitechapel Art Gallery de Londres en 1970, alors qu'il n'avait que 33 ans, l'artiste n'a cessé de susciter l'intérêt des critiques comme celui du public, s'inspirant de nombreuses sources, nous disent-ils, dont l'imagerie populaire et les œuvres de maîtres anciens et modernes. Le travail de Hockney porte sur les grands classiques de l'art, nature morte, portraits, paysages, sa principale obsession restant la représentation et la perspective. Il s'est toujours montré avant-gardiste et audacieux en remettant en question notre perception du monde et notre façon d'y réagir. Son œuvre témoigne de sa capacité à interroger les possibles dans des domaines traditionnels de la peinture, de la gravure, du dessin, jusqu'à l'utilisation plus contemporaine de la photographie bien sûr, et des technologies numériques. C'est bien ce genre de présentation globale et générale, à peu près tout y est. D'abord, et ça me paraît très important, l'inspiration. C'est vrai qu'il y a dans cette œuvre, dont vous aurez compris, il faut peut-être commencer par dire la base et l'essentiel, que c'est une œuvre par définition essentiellement figurative. Il y a dans cette œuvre figurative des inspirations qui peuvent être extraordinairement classiques, et l'on sait notamment le rôle que jouera Vermeer dans l'inspiration de Hockney, mais aussi très modernes, et vous savez la fascination inouïe qu'il porte à Picasso, bien entendu. Il y a un exercice qui se confronte à peu près tous les modèles possibles, bien sûr l'être humain d'abord et avant tout, mais aussi des natures mortes, des paysages, et les paysages, notamment dans la dernière partie de l'œuvre, deviennent très importants. Tous les formats, ça va de la toute petite toile jusqu'à l'immense fresque, tous les supports possibles, et puis tous les arts, avec un grand A, la peinture, la gravure, le dessin, la photographie, que beaucoup considèrent comme un art à part entière, et même ces technologies numériques qui nous laissent parfois un peu pantois, mais qui font partie incontestablement maintenant des instruments que l'artiste aura à sa disposition. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est né le 9 juillet 1937, David Hockney, je vous l'ai dit, à Bradford. On est vraiment dans cette Angleterre du Nord-Ouest très, très industrielle. C'est la région du Yorkshire. Il est d'une famille tout à fait modeste, d'ailleurs, dans une fratrie de 5 enfants. Il est le 4e. Il va faire, alors je ne vais pas vous refaire toute sa scolarité, mais nous avons dit qu'il est passé par le Royal College, et ça c'est très important. C'est là notamment qu'il va découvrir Dubuffet, Bacon, Magritte. Magritte aura sans doute, entre nous soit dit, plus d'influence sur lui que Dubuffet, quoique, ça mériterait peut-être d'être analysé plus à fond cette affaire.
La Tate Gallery, en 1960, propose une grande rétrospective Picasso. David Hockney y va, dans un premier temps avec des amis, comme ça, pour voir. Et il est, mais alors, secoué, brassé, remué dans tous les sens par cette expo qu'il va visiter 8 fois. Et qui va littéralement lui donner l'envie de devenir pleinement artiste. En 61, il remporte un premier prix dans une expo à la Walker Art Gallery, peu importe. C'est ce qui lui permet en tout cas de financer son premier voyage aux États-Unis. Et là, il va faire de ce voyage une sorte de narration, un peu à la manière des calcographies de William Hogarth au XVIIIe siècle, cette espèce d'œuvre picaresque à épisodes. Il va concevoir, graver, devrais-je dire, A Wreck's Progress, c'est-à-dire la carrière d'un libertin. Il y a déjà chez lui un intérêt pour ce qu'il appellera les love paintings, qui font directement référence à sa sexualité. Il préfère les garçons et ça va être essentiel dans sa vie. Cette homosexualité est au cœur même de l'œuvre de David Hockney. En 62, il a la médaille d'or du Royal College, donc il sort vraiment plus que très bien classé. Et c'est à ce moment-là que John Casmin, qui sait se placer, si je puis dire, devient son marchand officiel, lui conseille de faire des voyages à travers l'Europe. C'est là qu'il va rencontrer Andy Warhol, enfin non, d'ailleurs c'est pas en Europe, ça c'est à New York qu'il rencontrera Andy Warhol, Dennis Hopper, bien entendu. Et puis, entre 64 et 68, là, c'est le moment de la première éclosion, d'une certaine manière. Il s'installe à Los Angeles. Il commence à travailler au Polaroid et on verra le travail absolument essentiel qu'il fait, notamment sur la perspective. Et puis, il adopte la technologie acrylique, cette peinture acrylique qui évidemment permet infiniment moins de nuances que la peinture à l'huile telle qu'elle existait depuis des siècles, mais qui va offrir à Hockney une percussion, qui va lui offrir une espèce de capacité à happer son spectateur par la franchise de coloris profonds, lumineux. La mort de Picasso en 73 le marque beaucoup. Sa première rétrospective en France, c'est au Musée des Arts Décoratifs dès 74. Vous voyez qu'il a quand même pas trop perdu de temps. Il travaille de plus en plus avec la photographie, s'installe à Los Angeles définitivement en 78. Enfin, je dis définitivement, il en reviendra. D'ailleurs, il travaillera un temps en France. Il fait beaucoup de voyages aussi. Il faudrait vous parler de l'influence que le Japon et surtout la Chine auront eu sur son art, bien entendu. Et puis, à la fin des années 80, début des années 90, alors là, c'est la passion pour la technologie, le télécopieur, ce qu'on appelle le fax, en gros, tout ce que la technologie va permettre, grâce notamment à la palette graphique des ordinateurs, va permettre d'explorer comme horizon nouveau, sans perdre du tout les grands maîtres de vue. Les peintures de Vermeer, notamment lors d'un voyage qu'il fait à La Haye en 1996, vont jouer un rôle absolument essentiel et vont le ramener à la nature morte, notamment. Il s'installe dans l'est du Yorkshire en 2005 et puis, depuis quelques années, il est à Londres carrément, à Londres pour des raisons qui sont médicales, parce que c'est là que se trouvent les meilleurs équipements. C'est devenu un vieux monsieur, David Hockney, mais un vieux monsieur extrêmement actif, puisque c'est lui-même qui a, de bout en bout, organisé la grande exposition que va bientôt nous proposer la Fondation Louis Vuitton. Vous écoutez Radio Classique. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal, alors c'est toujours un exercice un peu particulier à la radio, mais en même temps, moi ça m'amuse de le faire, d'avoir sous les yeux quelques-unes des grandes toiles de David Hockney et d'essayer, sinon de vous les décrire, en tout cas de vous en faire partager l'atmosphère et l'ambiance. Et je commencerai par une toile connue de 1966. C'est pas The Bigger Splash, qui est évidemment la toile la plus célèbre du monde. Non, c'est une des toiles préparatoires, ça s'appelle d'ailleurs tout simplement The Splash. Le splash, qu'est-ce que c'est le splash ? C'est l'éclaboussure créée par le plongeur qui, depuis son plongeoir, a fini dans l'eau de la piscine, une eau d'un bleu très profond. C'est pas tout à fait le bleu clin, il y a quelque chose de plus électrique quand même. Très amusant de voir à quel point Hockney a totalement méprisé la surface de l'eau, les effets de miroitement, alors que ça le passionne, par
supérieur. Il a passé toute une partie de sa vie à étudier la manière de rendre la transparence du verre, l'éclat de la gaze, les miroitements de l'eau. Ça le fascine. Mais en l'occurrence, l'eau est considérée comme... Imaginez que vous avez une sorte de moquette bleue, voilà. Et sur cette moquette bleue, des flammes, des flamèches, quelque chose de très déchiré, d'écharpé dans les blancs et les camailleux de bleu, qui viennent en quelque sorte convoquer toute la violence, tout l'éclat de l'instant face à l'éternité d'un paysage. Vous avez derrière une maison très sage, avec des reflets de palmiers très sages, une colline plus sage encore, sous un ciel bleu dont on doit pouvoir dire qu'il est assez ennuyeux. Il a voulu tellement d'aplat, il a voulu tellement limiter les effets de relief et de reflet, Hockney, dans ce travail, qu'il a carrément laissé tomber les pinceaux et qu'il a adopté le rouleau, le même rouleau d'ailleurs, auquel il va peindre autre toile célèbre, elle est de 1968, les collectionneurs américains. On sait qu'il s'agit de Fred et Marcia Weisman. Les Weisman vont divorcer. Ils étaient d'ailleurs à l'époque déjà en froid. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Hockney les a représentés dans une position absolument hiératique que n'aurait sûrement pas renié Magritte lui-même. Il les a représentés de façon quasi totémique, immobiles et droits, comme des objets d'art, comme si l'art qu'ils avaient pris l'habitude de collectionner les avait eux-mêmes peu à peu réifiés. Je trouve cette toile passionnante, il faudrait des heures pour en parler bien sûr. Autre toile, celle de 72, alors là ça c'est très important, il y a eu un documentaire d'ailleurs qui a été fait, un film de Jack Hazan, qui s'appelle d'ailleurs A Bigger Splash, du titre d'une des œuvres majeures de Hockney, un film qui a été tourné entre l'été 71 et mai 1972, et ce film nous montre toute la genèse de cette œuvre où l'on voit l'artiste lui-même qui est debout, de profil, toujours au bord d'une piscine. Vous allez me dire que la piscine est devenue le sujet central et principal de David Hockney dans les années 60 et 70, et vous aurez raison de le dire. Et on voit sous l'eau, alors là cette fois il y a tous les reflets, tous les miroitements de l'eau, c'est fait d'une manière écaillée et mobile, assez stupéfiante d'ailleurs, avec des effets de perspective contrastée et de diffraction tels qu'il est difficile même de les imaginer. Et vous avez sous la surface de l'eau, vous avez le nageur, c'est Peter Schlesinger, qui partageait la vie de l'artiste et qui lui, évidemment, est en train de faire une sorte de brasse coulée sous le regard qu'on pourrait qualifier d'impavide, quasiment rapace du spectateur, qui est en même temps l'auteur et qui est en même temps le peintre. Il y a quelque chose d'Héménine, si je puis dire, toute proportion gardée, dans ce tableau. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, mais il y a ce modèle avec un autoportrait inachevé en 1977 que j'aime infiniment aussi, parce que vous avez au premier plan quelque chose qui se veut sinon néo-réaliste, du moins à peu près convenable du point de vue de la perspective, et puis on passe au deuxième plan dans une perspective cavalière avec un portrait en 2 dimensions d'une platitude presque étonnante, surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un autoportrait. Et ce qu'il y a d'étonnant quand vous regardez la toile, c'est que c'est la partie stylisée de l'arrière-plan qui prend le dessus et qui paraît plus vivante que le côté purement figuratif du premier plan. Alors, j'avance un peu, 1980, Nichols Canyon, extraordinaire toile. Alors là aussi, il y en a d'autres. J'en voyais une d'ailleurs dans le très beau numéro que Connaissance des Arts consacre à David Hockney. Une très grande toile, un très grand paysage. Alors il faut que je vous retrouve le nom. Garrowby Hill, c'est une toile de 2017 qui fait 2,44 m sur 1,22 m. Vous voyez, une espèce de grand panorama comme ça. Passionnant, avec un effet de profondeur, d'emportement. Vous vous êtes sans doute parfois retrouvé devant un grand paysage qui s'en va comme ça vers les lointains et dont les bleutés déjà un peu estompés finissent par vous donner un effet d'aspiration et de profondeur, et vous vous êtes dit « Ah, comme j'aimerais être peintre pour donner cet effet de perspective et de profondeur ». Eh bien, c'est ce qu'arrive à faire Hockney, mais il ne le fait pas avec l'infinie subtilité d'un sfumato à l'huile. Non, il le fait avec les lignes quasi géométriques et les couleurs
couleurs d'une franchise abrupte et acidulée de la peinture acrylique. Et c'est ce qu'on a aussi dans le Nichols Canyon, qui n'est pas sans rappeler évidemment le fauvisme et l'inspiration directe d'un Cézanne, car je vous ai parlé de Vermeer, je vous ai parlé de Picasso, mais Cézanne aussi a joué un rôle très important, comme le montre un autre tableau, celui-ci de 1986, et ce sera le dernier. J'avais prévu de vous en présenter au moins 15, mais je n'aurai pas le temps. Ça s'appelle Pear Blossom Highway 11, ça date de 1986, c'est une route américaine, dans ce cas-là de sinistre, vous savez, avec quelques plantes grasses dans un désert, un aperçu de lac ou de mer tout à fait au fond. Et puis, ce qui est amusant, c'est que la partie gauche du tableau représente ce que voit le passager de la voiture, c'est-à-dire en gros un paysage, et la partie droite, ce que voit le conducteur, c'est-à-dire des inscriptions, des vitesses, des panneaux de signalisation. Deux visions pour un seul monde, deux perspectives pour un seul art. Nous sommes là au cœur même de ce qui fait la substance de l'art d'Hockney. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'aurais bien aimé vous parler de ces expériences spatiales et du rapport qu'instaure peu à peu dans son œuvre David Hockney entre la spatialité, entre la perspective et les jeux de multiples perspectives sur une même œuvre, et en même temps la temporalité. C'est assez passionnant tout ça. Bon, on ne peut pas parler de tout. J'espère déjà vous avoir donné envie de voir cette exposition tout à fait extraordinaire. En vérité, en réalité, c'est David Hockney lui-même le vrai commissaire de cette exposition, nous dit Suzanne Paget, la directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton et par ailleurs commissaire général du projet, dans le bel article consacré par Connaissance des Arts à David Hockney ce mois-ci. L'artiste, nous dit l'article, qui s'est installé à Londres il y a 2 ans pour se rapprocher des structures de santé, a trouvé un second souffle. Il s'est investi corps et âme, allant jusqu'à prendre en charge la scénographie, et a décidé de la couleur des murs, du orange vif au bleu canard, en passant par le jaune citron. Comme tous les artistes en activité, il a voulu privilégier la période récente de toute une vie de création, les 11 galeries de la Fondation Vuitton. Et oui, c'est la première fois, à ma connaissance, que la Fondation Louis Vuitton, dans la fantastique architecture de Frank Gehry, vous savez, c'est la première fois que l'intégralité des galeries vont être occupées par une exposition. Et bien là, c'est le cas. Il fallait de la place, il fallait de la profondeur et des perspectives. Il fallait du champ, si vous voulez l'expression qui me paraît adaptée. Les 11 galeries de la Fondation Vuitton, donc, font défiler la production des 25 dernières années, hormis 2 salles consacrées aux toiles désormais historiques des années 60 à 2000. Bon, vous avez, si vous voulez, une grande rétrospective qu'on pourrait quasiment qualifier de classique. Quant au reste, c'est ce qu'a fait David Hockney là, au XXIe siècle, car ce n'est pas seulement un artiste du XXe siècle. Il a choisi lui-même les œuvres dont les 3/4 proviennent de son atelier ou de sa fondation. 3 d'entre elles ont été produites ces derniers mois pour l'exposition elle-même. D'ailleurs, elles arrivent toutes humides à Boulogne. J'ai déjà exposé à Paris il y a 8 ans, mais j'ai beaucoup peint depuis, et cette exposition est particulièrement importante, ne serait-ce que parce que c'est la plus grande que j'ai jamais eue, dit-il. Face à un terrain de jeu pareil, l'artiste, toujours en quête d'expérimentation à presque 88 ans, innove encore, concevant une installation immersive pour rendre l'atmosphère de son atelier, nous dit Véronique Bourouet-Auberteau. C'est elle qui fait ce grand article dans Connaissance des Arts. Dans cette salle peinte en jaune du sol au plafond, il installe une piste de danse où chacun est invité à s'exprimer sur un fond musical choisi par lui, car l'atelier de David Hockney est un lieu vivant, un lieu où passent les amis, où l'on écoute de la musique, où l'on danse volontiers. C'est un lieu surtout où l'on crée, où l'on imagine, où l'on ne sait même plus tout à fait où l'on est, afin de mieux savoir qui l'on est. Vous écoutez Radio Classique.
Cette importante exposition David Hockney 25, la plus grande jamais réalisée à la Fondation Louis Vuitton, puisqu'elle va en occuper les 11 galeries d'un coup. Toutes les toiles du maître seront là. Cette exposition a lieu du 9 avril au 31 août prochain. 9 avril, vous voyez, c'est assez bientôt maintenant.